Alors, bonjour à tout le monde. Donc là, je vais vous présenter quelque chose qui est assez différent de ce qui était présenté avant et qui est en fait, contrairement au titre initial, plutôt un making-of de l'histoire d'élaboration d'une étude qui est en cours, qui a commencé, une initiative qui a commencé vraiment au début du confinement, visant avec un projet qui vise la représentativité, ce terme qu'on utilise souvent. Et donc, je vais le présenter, mais aussi en faisant un accent sur ce que ça voulait dire, ce que ça signifie sur la complexité de l'élaboration d'un plan de sondage pour répondre à un objectif à une volonté de représentativité. Donc, le projet s'appelle EPICOV, épidémiologie conditions de vie liées au Covid-19. Donc, tu peux passer à la suite. Diapo suivante. Donc, dans le contexte actuel, le confinement, on sait que c'est la seule mesure pour limiter le décès et la saturation des services médicaux, mais que va se poser très vite la question de la sortie du confinement et de cette fameuse constitution d'une immunité de groupe qui semble ne pas du tout être à l'horizon possible. En tout cas, quand on a commencé à se poser cette question, de ce que je voulais vous montrer, c'est dans les premiers jours suivant le confinement, donc au début, vers le 20 mars. Et à ce stade-là, et c'est toujours un peu vrai, la seule manière de déterminer le contact d'un sujet avec le virus, ce sont des tests virologiques qui détectent la présence du virus, qui sont assez pénibles, nasopharyngés, et qui confirment le diagnostic en cas en général d'infection symptomatique. Mais quand c'est négatif, soit l'infection est guérie, soit il n'y a jamais eu de contact avec le virus. Donc c'est impossible de passer par ce type de test pour déterminer le contact passé avec le virus. Et depuis quelques semaines, quelques mois, en tout cas se cherche, il y a des tests sanguins qui sont en cours de validation, de développement, pour dépister les anticorps. Sans être certain pour l'instant que ces anticorps donnent une immunité protectrice, en tout cas, mais au moins déjà de savoir s'il y a un contact avec le virus. Le problème, c'est que ces tests ne sont absolument pas encore validés en termes de spécificité, de sensibilité, et même d'étape de pouvoir les faire en masse. Donc on s'est posé la question, donc, dès le confinement, d'élaborer une cohorte sur un échantillon représentatif de la population, je vais largement revenir sur cette question, pour étudier l'évolution de la proportion de sujets immunisés, ou en tout cas qui avaient été en contact avec le virus, avant, si possible, le confinement. Et à l'époque, le confinement devait se terminer le 15 avril, on n'avait pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il allait se prolonger. Et après la sortie du confinement, donc diapositive suivante. Bruno, tu peux passer à la diapositive suivante. Alors, je ne sais pas si Bruno m'entend. Est-ce que tu peux passer la diapositive suivante? Sinon, il faut que je la suive chez moi. Alors, pendant que Bruno essaye de passer à la diapositive, je vais continuer. Je ne sais pas si, Bruno, est-ce qu'on m'entend en fait? Ah, elle est affichée? Non, la diapositive suivante n'est pas affichée. Chez nous, elle est affichée. Ah bon? Moi, je ne la vois pas. Alors, donc, je vais suivre sur la mienne alors. Donc en fait, on a deux options complémentaires qui ont été discutées très vite vers le 25 mars. Un projet qui était déjà en cours, qui était basé, un projet d'études basé sur les cohortes existantes, c'est-à-dire F, les cohortes 3Z, E4N, Constance et Nutrinette, avec 200 000 sujets potentiellement, une très grande richesse de données, et un questionnaire appelé SAPRIS, qui avait été développé par un groupe de travail coordonné par Nathalie Bajos et Fabrice Cabra, avec beaucoup de questions, et notamment des questions autour d'enjeux de sciences humaines et sociales, mais pas seulement, adaptés à des objectifs analytiques de façon évidente, et avec au départ un bilan des prélèvements de biotech disponibles éventuellement pour les analyses virologiques et sérologiques dans les cohortes elles-mêmes. Voilà. Que c'était une population plutôt bien répondante globalement, en tout cas plus concernée par les enjeux de santé que la population générale dans son ensemble, et que cette population pouvait se représenter certainement, comme presque toutes les enquêtes qu'on a en général, des populations socio-économiquement défavorisées.
Donc, en parallèle, nous, on a proposé d'élaborer en urgence, c'est le terme en urgence qui est très déterminant, une large cohorte des novos sur un échantillon représentatif en population générale, avec des objectifs principalement descriptifs, vraiment aux frontières de la recherche et de la surveillance épidémiologique, et ça faisait partie du projet lui-même, des autoprélèvements à domicile pour estimer la séroprévalence de manière répétée. Donc, à la fois étudier le contact de la population avec le virus au cours du temps, et des contacts intra-extrafamiliaux, décrire les comportements et l'application des mesures de distanciation sociale en lien avec ce niveau de séroprévalence, et en particulier dans des groupes très variés, et notamment les groupes les plus défavorisés pour lesquels peut-être la séroprévalence est peut-être la plus forte, s'il y a plus de difficultés à avoir des mesures de distanciation sociale, et puis de décrire les répercussions de l'épidémie sur la saturation du système de soins, de santé, le recours aux soins, et un peu plus tard, les conditions de vie. Un peu plus tard. Je veux dire, ça c'est venu comme objectif un peu plus tard. Tu peux passer la suite. Diapositive suivante. Alors, voilà. Donc, on a constitué un groupe très vite de travail avec des personnes venant de l'INSERM, de l'INSEE, de l'INED, de Santé publique France, de l'adresse, un groupe qui avait avec des personnes de compétences très, très diverses pour d'abord étudier si c'était pertinent, bien sûr, l'objectif par rapport à ce qui était fait sur sa prise notamment, et faisable un temps très rapide, puisque l'objectif c'était d'avoir des données, si possible, au moins un T0 avant le déconfinement. Donc, on voulait, donc les principaux points sur lesquels on a considéré que c'était l'essentiel d'avoir cet échantillon représentatif, c'est d'avoir à une échelle géographique très fine, au moins départementale, si possible à l'échelle d'agglomération urbaine de 600 000 habitants, voire moins, c'est-à-dire pouvoir donner des estimations avec des intervalles de confiance étroits sur cette séroprévalence, de pouvoir les regarder au cours du temps, donc avoir des données répétées, de pouvoir cibler en particulier des populations qu'on représente mal dans beaucoup d'enquêtes, donc les populations ayant des conditions socio-économiques et d'habitat peu favorables, et aussi de pouvoir étudier la circulation intrafamiliale par rapport à l'extrafamiliale, et notamment pour essayer d'avoir une idée de est-ce que les mesures de distanciation sociale au sein même d'un foyer, quand quelqu'un est malade par exemple ou est positif, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà, donc tu peux passer à la diapositive suivante. Alors, pour tout de suite montrer un peu comment on a envisagé les calculs des effectifs, c'est-à-dire dans cette évidemment de questions de faisabilité, on a parti du fait que notre paramètre d'intérêt principal, c'était la détection d'anticorps, donc l'estimation de la séroprévalence. Et on a fait plusieurs hypothèses. Si on faisait un échantillon qui permettait de tester 100 000 sujets, 10 000 sujets ou 10 000 sujets, qu'est-ce qu'on aurait comme intervalle de confiance quand on se poserait à l'échelle d'une agglomération? Alors là, c'est le 100 000, mais en fait, c'est pas très difficile, enfin, à 600 000 habitants. Et on l'a fait pour des hypothèses de séroprévalence à 1%, 5% et 30%. 30%, c'est peu probable que nulle part on ait 30% actuellement, juste pour dire. Mais... Donc, on voit que là où j'ai surligné en jaune, si on teste 100 000 sujets, pour une prévalence de 5%, on va avoir un intervalle de confiance tout à fait satisfaisant entre 3,7 à 6,5. Et si la prévalence était 30%, on sera entre 27 et 32. Et les graphiques qui sont en dessous, en fait, disent la même chose. Si on ne prend que 10 000 sujets testés, je veux dire toujours dans un échantillonnage représentatif, hein, on a des intervalles de confiance qui passent de 1,6 à 11,3, on voit qu'on est beaucoup moins informatif, et pour 1000 sujets testés, ça n'a plus aucun intérêt. Donc on est resté, on a considéré qu'il fallait, dans ce projet, avoir un échantillon qui permette de réaliser 100 000 tests de séroprévalence. Donc tu peux passer la suite, Bruno. Donc les contraintes qu'on avait, c'est d'abord de déterminer, dont les contraintes pour ce choix de la manière de construire l'échantillonnage et bien d'autres choses à côté. Oui, très bien. Alors, c'est d'avoir comme champ tous les individus résidant en France, quel que soit l'âge. C'était notre souhait.
de choisir une base de sondage qui est une excellente couverture, y compris pour des populations sous-dépendantes difficiles à joindre ou peu répondantes, qui permettait de surreprésenter d'emblée des populations vulnérables, puisqu'elles seront moins répondantes, donc proportionnellement d'avoir un effectif qui finalement soit celui qu'on voulait, et d'adapter à des modes de collecte par Internet principalement, mais pas seulement, permettant aussi des multimodes, de façon à pouvoir avoir des personnes qui ne sont pas répondantes de la même manière, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir une couverture de populations très diverses. Pour l'élaboration des questionnaires, on s'est dit tout de suite qu'on allait s'appuyer sur le questionnaire SAPRIS, avec lequel on a, c'est un projet conjoint, SAPRIS pour ne pas redévelopper un questionnaire spécifique et pour pouvoir avoir des données de comparabilité, puis ces questionnaires avaient été largement réfléchis. Et puis pour mesurer la séroprévalence, la seule façon de le faire dans ce type d'hypothèse était de prévoir des réalisations de prélèvements à domicile, d'auto-prélèvements à domicile. Parce que si on voulait proposer au sujet de se déplacer vers des laboratoires pour faire des prises de sang, dans le contexte du confinement, d'abord, c'était très problématique. Même après, hein, quand il y aura le confinement, ça veut dire exposer un tas de personnes finalement au risque de s'infecter. Et puis parce que c'est sûr qu'on perdrait une partie de la population qui ne le fera pas. Donc, et puis enfin, il fallait choisir la nature du prélèvement, qu'est-ce qu'on allait faire comme auto-prélèvement, et le test de dépistage. Donc, tu peux passer à la suite, Rémi. Alors, donc rapidement, on a éliminé le choix de faire pour un tel projet avec une telle ampleur, un tel effectif et de telles contraintes, le choix de ce qu'on fait souvent pour faire la population, en particulier quand on veut enquêter par téléphone, c'était un échantillon de numéros de téléphone aléatoires, qui sont un vrai échantillonnage aléatoire, mais qui ont un certain nombre de limites. La base est peu caractérisable pour les numéros qui ne répondent pas, pour les refus-ménages. L'efficacité de ce type d'effectif est très mauvaise d'une certaine manière, parce qu'il faut beaucoup de numéros pour avoir finalement des sujets qui sont finalement éligibles et contactables. On ne peut pas faire beaucoup de stratification, qu'on ne peut pas surreprésenter en amont. Ça veut dire que si on veut surreprésenter une sous-population, par exemple les plus pauvres, il faut quasiment passer d'abord un questionnaire, poser cette question et faire un mécanisme de surreprésentation. On l'a beaucoup fait, mais là, ça paraît déraisonnable d'envisager un multimode d'emblée, et si possible un questionnaire qui ne soit pas majoritairement téléphonique. Et enfin, il y a des aspects plus complexes aussi d'analyse. Les probabilités d'inclusion et les redressements seront plus limités. Donc, on s'est tourné vers l'INSEE et l'adresse d'emblée pour pouvoir utiliser une base extraordinairement riche, qui est la base Fideli, qui est issue des fichiers fiscaux, qui a une couverture de 96%, y compris des sujets vivant en communauté, qui permet des échantillonnages soit d'individus, soit de logements, au choix selon les besoins, et on va discuter de ça 2 minutes. Qui a un décalage de mise à jour du 1er janvier 2018, c'est-à-dire que certains sujets qui étaient dans un foyer il y a 2 ans peuvent avoir divorcé, ce n'est plus dans le même foyer, ou au contraire des recompositions. C'est relativement, le biais va être relativement marginal sur cette question. Qui possède des données d'adresse, d'abord pour tout le monde, de mail, de téléphone, au moins pour les référents fiscaux, mais aussi pour les autres membres du foyer qui sont souvent renseignés. Et quand on parle de membres du foyer là qui sont renseignés, c'est 15 ans ou plus. Et qui a des données extrêmement riches sur les variables qui caractérisent le ménage et l'individu et qui permet beaucoup de stratification et de surreprésentation et de redressement aussi après. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, pour les différents choix, voilà comment on a discuté ces choix. Donc, on voulait tout le monde. N'empêche qu'on a décidé de se cantonner aux individus de 15 ans ou plus, sans âge limite. Vivent en France métropolitaine, auquel finalement on a décidé de rajouter les DOM pour des raisons évidentes. Hein, c'est pas tenable de faire une étude sur la France et de ne pas s'intéresser aux DOM, sauf Mayotte et Cayenne, et d'exclure de cette étude les sujets qui vivent en EHPAD, mais pas les sujets qui vivent en caserne, qui vivent etc. Donc on a gardé les sujets en communauté, sauf EHPAD. Et on a décidé que l'unité d'échantillonnage, ce serait l'individu, c'est-à-dire on allait échantillonner non pas des logements, mais des individus. Car le problème d'échantillonner des logements, et c'était une grosse discussion, et ça a des impacts de complexité supplémentaires, ce qu'on a choisi, c'est que des logements, ça veut dire qu'on a un mail, un téléphone, on contacte par mail le logement, et c'est le premier qui répond, qui a le mail, qui va répondre pour lui,
éventuellement pour sa famille. Et le plus souvent, ce sera le chef de famille parce que c'est le référent fiscal. Donc ce choix revient à surreprésenter les sujets qui sont en position dominante dans un foyer. Et donc d'emblée, on a considéré qu'il ne fallait pas. Et donc on a augmenté la complexité du sujet, de l'étude, puisqu'en échantillon des individus, auxquels on va envoyer finalement un mail, on va leur envoyer un courrier, un mail, un numéro de téléphone selon ce qu'on a. On peut quand même tomber sur celui du référent fiscal. On n'est pas sûr d'avoir celui de l'individu, mais on a ciblé l'individu, monsieur un tel ou madame un tel, qui est né en telle année. Et donc, on va demander si c'est bien cette personne. Et si ce n'est pas cette personne, si c'est le référent fiscal par exemple qui répond, on lui demandera de donner les coordonnées et de basculer les coordonnées, de nous basculer vers la personne ou de façon à ce qu'on puisse contacter l'individu ciblé. Il peut ne pas le faire, il peut refuser de le faire, mais il sera exclu. C'est-à-dire qu'il ne va pas remplacer. C'est-à-dire que ce sera un sujet non répondant. Donc, on vise vraiment l'individu de façon à éviter que les réponses soient évidemment très biaisées pour les questions qu'on se pose. Et puis, on a exclu donc, les enfants, alors que les enfants, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'ils sont vecteurs ou pas? De les sélectionner comme individus parce qu'ils ne sont pas facilement repérables dans la base Fideli. Et puis, un deuxième problème qui était que l'objectif était de sélectionner des individus et de leur proposer un autoprélèvement. Mais si on sélectionne un enfant de 10 ans, ça veut dire que c'est lui qui aura l'autoprélèvement. Et c'est autour de lui que se feront les questions. Et dans une famille, se dire « Ah ben pourquoi on fait un autoprélèvement à mon enfant de 10 ans et pas à son frère ou à sa sœur de 8 ans ?» On voit bien qu'il y a un problème aussi d'acceptabilité. Donc, on a exclu de cet échantillon principal les moins de 15 ans. On a exclu les EHPAD, c'est évident parce que c'est impossible d'imaginer de faire une étude dans une EHPAD actuellement, dans le contexte actuel. Et on a exclu Mayotte et Cayenne pour des raisons aussi de faisabilité. Mais alors du coup, comme on n'a pas les enfants, on a prévu un champ secondaire qui est aussi un intérêt en tant que tel, qui est que pour 10%, c'est-à-dire parmi les 100 000 sujets qui auront un test, 10 000 individus, on va proposer un autoprélèvement à tous les sujets du ménage attaché. Et là, on aura les enfants de moins de 15 ans. Et on pourra aussi étudier les circulations intra-foyer. Donc, diapo suivante. Alors, on a donc prévu des stratifications. Alors, les stratifications, elles sont vraiment extraordinairement faisables avec cette base. Les stratifications explicites avaient pour but de surreprésenter sur certaines strates. On a d'essayer de surreprésenter les départements peu peuplés. Notre objectif, c'est d'avoir une précision à l'échelle au minimum des départements et des grandes agglomérations. Donc, on a décidé de surreprésenter, ça a peu d'impact sur les grosses départements, pour avoir au moins 1100 répondants, c'est-à-dire 500 autoprélèvements. L'avantage étant aussi que du coup, on va aussi mieux représenter les personnes plus âgées, qui risquent d'être moins bien répondantes. Mais on ne va pas surreprésenter sur l'âge. Et on va aussi surreprésenter assez fortement les ménages qui ont un indicateur de seuil de pauvreté. Donc, on en attend 13% naturellement, et on va en sélectionner de façon à en avoir 20%, sachant qu'ils vont être moins répondants. Et puis dans les DOM, on va faire des DOM séparément. Et puis on va aussi faire on projette une stratification implicite, c'est-à-dire en fait on trie sur une variable, je ne rentre pas dans les détails, c'est-à-dire finalement une stratification sur des variables d'aire urbaine, de tranche d'unité urbaine, d'identifiant de commune, de revenus disponibles du ménage, d'identifiant du logement, etc. L'intérêt, c'est qu'on va avoir une structure de l'échantillon extrêmement proche en termes de densité de la population. Et ça va éviter aussi qu'une seule personne soit tirée, enfin que plusieurs personnes risquent d'être tirées d'un même logement. Donc ça a beaucoup d'intérêt. Tu peux faire la suite. Et voilà, alors on veut 100 000 autoprélèvements retournés en métropole. Et on veut 1500 autoprélèvements retournés. Mais pour avoir des prélèvements retournés, évidemment, il va y avoir une perte entre ceux qui sont sélectionnés et ceux qui vont renvoyer le prélèvement. Donc voilà ce qu'on a à peu près établi, c'est que si on sélectionne un ensemble d'échantillons de sujets dans Fideli, 70% seront contactables, entre ceux qui ne vont pas répondre, entre ceux qui c'est pas le bon sujet, ils vont pas transférer les données, etc. 70% seront contactables, un peu moins dans les DOM. Parmi eux, 70% accepteront de répondre au questionnaire, dans lequel on va proposer de recevoir un kit de prélèvement à domicile.
Parmi ceux qui répondent, on estime, et on a des éléments pour répondre à ça, c'est un peu optimiste, mais quand même, dans le contexte, on pense que ce n'est pas très faux, que 85% va accepter de recevoir le kit de prélèvement, parmi ceux qui répondent au questionnaire. Et ensuite, ceux qui vont le renvoyer, parce que nous, c'est ce qu'on veut, le renvoyer, on pense qu'il y en aura 70%. Ce qui fait que en métropole, pour avoir 100 000 autoprélèvements retournés, ça veut dire sélectionner 350 000 sujets, et on estime qu'on aura 170 000 sujets qui vont répondre au questionnaire et qui seront autoprélevés. Dans les DOM, vous avez 5 000 sujets à tirer par DOM pour avoir 1500 autoprélèvements. Tu peux passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va collecter comme données? Qu'est-ce qu'on veut collecter comme données? Comment? Alors, on a un questionnaire qui est basé principalement sur le questionnaire SAPRIS, mais avec des enjeux importants de réduction de taille. L'essentiel va faire un questionnaire un peu plus court, de 20 minutes, parce qu'il est de 40 minutes à peu près le questionnaire SAPRIS, en gros, avec certains éléments qui sont supplémentaires, qu'on a été obligé d'ajouter aussi pour des problèmes de calage. Et puis, il y a la proposition de l'autoprélèvement. Donc, l'essentiel vont recevoir ce questionnaire court, que ce soit par Internet ou par téléphone. Le téléphone, ça représentera 10% des sujets interrogés. Mais ce sont ceux qui ne peuvent pas répondre par Internet. Ça veut dire que le but étant, encore une fois, d'avoir vraiment la capacité d'avoir cet échantillon de population difficilement joignable actuellement, souvent sous-représenté. Et il y aura un questionnaire long qui sera passé, qui sera lui-même un peu réduit quand même à 10% de l'échantillon. Ça, c'est pour le questionnaire. Et les autoprélèvements seront basés sur des buvards. Je ne suis pas sûre que je rentrerai dans la discussion en détail sur la question des autoprélèvements. Mais les buvards ont fait leurs preuves pour beaucoup d'études de séroprévalence, notamment VIH, hépatite, parce qu'ils permettent d'avoir une très grande stabilité de conservation des anticorps, qui permettent de recueillir du sang, et donc qui est très simple à faire, et donc qui sera envoyé à tous ceux qui vont accepter de le recevoir. Diapo après. Alors, en conclusion, sur la faisabilité, et on est passé à l'étape déjà juste après, mais ça veut dire une accélération, mais alors exceptionnelle, de toutes les phases réglementaires, que ce soit pour les accès à Fideli lui-même, qui habituellement prennent 6 mois pour avoir simplement l'autorisation c'est exceptionnel comme accès. CPP, etc. Bon, voilà. Donc, pour produire un échantillon à partir d'une base INSEE, ça veut dire qu'il faut à peu près 5 à 6 jours à partir des spécifications produites, et les spécifications, elles viennent d'être fixées il y a 2-3 jours. Parce qu'il faut le temps machine pour passer sur une base énorme, etc. Enfin, voilà. Bon. La capacité logistique en parallèle, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais il y a aussi qu'en parallèle, on a dû mener la question sur, OK, l'échantillonnage, mais est-on capable de faire des autoprélèvements à domicile? Quels autoprélèvements? Est-ce que les matériels vont être disponibles? Est-ce que les kits en si grande quantité, c'est-à-dire pour envoyer 100 000 pour avoir 100 000 prélèvements, il faut en envoyer 170 000 dans un délai record, puisqu'on voudrait que ce soit, si possible, dans des délais autour du confinement, de la fin de confinement, là, donc la première quinzaine de mai. Il faut que ça puisse être géré dans les biobanques. Et puis, quel test va être utilisé? Donc, pour ensuite. Et il faut des disponibilités de prestataires pour réaliser la collecte des données, notamment par questionnaire. Alors, actuellement, les prestataires, il y a les mesures de confinement, ce qui fait qu'ils n'ouvrent pas de la même manière leur centrale de téléphone. Donc, c'est un vrai problème. Tu peux passer à la suite. Donc, finalement, on est abouti, donc actuellement, assez brutalement, depuis une semaine, on est passé dans une phase dans laquelle l'INSEE et l'adresse se sont saisis officiellement avec l'INSERM de ce projet, de façon à construire, à passer toutes ces étapes. Donc il y a le volet SAPRIS et le volet EPICOM. Donc c'est le volet EPICOM dont je vous parle. C'est deux aspects qui marchent en même temps d'une certaine manière, notamment parce qu'il y a aussi la question des autoprélèvements qui sont réfléchis de façon conjointe. Et donc dans les calendriers, c'est matière d'APO. Dans les calendriers, ce qui est en cours, c'est de finaliser dans un délai record tous ces aspects centraux, parce que tous les documents de consentement et de notice d'information doivent être associés au kit qu'on envoie, et entre le moment où on le fait, il y a
minimum, il y a 10 jours pour pouvoir envoyer le premier kit. Donc, chaque jour perdu, c'est des délais supplémentaires par rapport à l'objectif. Donc, en vague 1, c'est-à-dire la vague 1 qu'on prévoit de collecte de terrain, de contact avec les sujets de questionnaire, on vise commencer le prochain, 24 avril, de finir le 7 mai, c'est ce qu'on vise, d'avoir restreint pour des raisons de logistique, de faisabilité, à 20 000 kits envoyés pour 12 000 prélèvements pour cette première vague qui vont être sur des sélections de départements. Donc on aura la précision qu'on voulait au niveau des départements qu'on va sélectionner et on renonce d'une certaine manière pour les autoprélèvements à un échantillon national qui, dans ce contexte, aura moins d'intérêt qu'avoir des bonnes précisions sur quelques départements à haute et basse prévalence. Par contre, le questionnaire, lui, sera posé à tout le monde d'emblée en vague 1 et de prévoir anticiper une vague 2 début juin, voilà, où tout l'échantillon aura de nouveau le questionnaire plus court et l'ensemble on vise l'ensemble des 100 000 prélèvements à récupérer. Voilà, et bien sûr, l'idée, ce serait d'avoir probablement une vague 3 un peu plus à distance pour voir comment ça va se passer quand on va mettre en place ces déconfinements progressifs, etc. Voilà, donc j'ai fini la présentation. Merci beaucoup, Josiane. C'était très clair et c'était passionnant. Il y a déjà des questions que je vais poser à voix haute pour que ça soit dans l'enregistrement. Franck qui dit, d'un point de vue éthique, la réalisation de l'autoprélèvement a-t-elle pu poser problème? C'est une discussion qui est encore en cours. Nous, ce qu'on souhaite, alors, ça s'est basé quand même sur des études, notamment sur Barotes, qui est une étude qui a été faite par Santé publique France, où un peu basé de la même manière où des autoprélèvements sur buvard ont été envoyés pour avoir des estimations de prévalence de VIH, VHC, etc. à partir d'une enquête téléphonique aléatoire. En fait, on va donner une notice d'information quand on va envoyer l'équipe de prélèvement, où on va les informer et ce qu'on est en train de, c'est pas complètement sûr, ce qu'on voudrait, c'est que le fait de renvoyer l'autoprélèvement vaut consentement. C'est-à-dire qu'on indique dans la notice d'information qu'on leur donne l'information et s'ils renvoient le questionnaire, ils ne sont pas obligés de le renvoyer, bien sûr, ça vaut consentement. Et ils seront évidemment avertis aussi des conditions de rendu du résultat, qui est un vrai problème parce qu'on ne peut pas rendre un résultat validé actuellement, puisque les tests ne sont pas validés. Donc il va falloir quand même faire une phrase sur le fait qu'on les rendra quand ils seront correctement validés. Voilà. Ok. Nathalie qui dit, projet très intéressant, je suis intriguée par comment sera-t-il financé? Alors là, il y a des enjeux énormes, donc ils se font en parallèle, donc tout s'est fait en parallèle. Donc on a travaillé absolument sans aucun financement à certains, avec quand même l'impulsion de l'ITMO Santé publique dirigé par Rémi, qui nous a poussé, qui a poussé les deux pieds, je dirais, Sapris et Picov, dans ce projet extrêmement ambitieux, en disant d'y aller en réfléchissant de façon sur les pertinences scientifiques et la méthodologie, etc. Et là, justement, c'est pour ça que ça s'est précipité depuis quelques jours. Il y a un certain nombre de financements qui se sont débloqués là, hier en urgence, parce que si on ne commande pas les kits maintenant, et je parle encore une fois, pour les deux volets, on perd autant de jours. C'est-à-dire qu'il faut une semaine. Bon, voilà, donc voilà, c'est en train d'être. Il y a un montage financier qui se fait derrière. C'est aussi ce qui fait partie de l'exception de cette étude, d'avoir tout mené dans une incertitude maximale, qui n'est pas encore complètement résolue. Alors Laurence qui pose comme question, mais je crois que tu as en partie répondu, pour les prélèvements avant le confinement, comment ça va pouvoir être fait? Alors, comme dit Laurence, effectivement, dans les données de Sapris, il y a déjà des bibliothèques existantes. Donc il y a un certain nombre donc on va pouvoir avoir des données à partir de tubes là, de données de sang congelées. Alors ça ne concerne qu'une sous-population, parce qu'il faut que ça soit prélevé au moment de. Mais déjà on a ça. Les autoprélèvements, clairement, ils vont être envoyés au mieux. Au mieux. Alors on prévoit par livreur pour la première vague. Donc on vise un plus petit effectif quand même. On a vu 12 000 autoprélèvements dans chaque étude. Début mai, c'est-à-dire au début de la collecte, fin avril, début mai, mais en gros ça va. Donc ça va un peu dépasser les autoprélèvements, la période de confinement. Le but c'est que vraiment on soit en tout cas autour du 11 mai, un peu avant, un peu après. Par contre, ce qu'on vise quand même, c'est que la collecte des questions
qui comporte des aspects de symptômes, de comportements de pratiques de confinement, des conditions socio-économiques, un tas d'aspects recours aux soins, des conditions de vie, soit quand même, si possible, concerne la période avant le confinement. Mais c'est sûr que les prélèvements, ils vont dépasser cette période. Voilà, mais pas fort. Deux petites questions avant la pause. Jean qui dit, qu'est-il prévu pour les personnes ne parlant pas français ou maîtrisant mal l'écrit? Alors voilà, ça c'était une question qu'on a évoquée. À un moment donné, on a dit qu'il fallait faire des traductions. En tout cas, on ne pourra pas faire ce qui a été fait par exemple, dans la KTO où il y a le traducteur. C'est impossible dans les délais, et notamment parce que le terrain est très limité en termes de... On a choisi de travailler avec Ipsos, qui est le marché pour diverses raisons qui nous permettait de faire assez vite, en refusant que le terrain soit délocalisé à Madagascar. Si on l'avait accepté, on pourrait avoir beaucoup plus de... On a refusé parce qu'on trouvait que ce n'était pas éthique. Donc on fait avec un terrain qui va être déployé en France. Donc ça limite. Par contre, l'autoprélèvement sera associé à... Il y a vraiment il est très simple à comprendre et peut-être quand même on va envisager... Ouais, voilà. Dernière question. Est-ce que les résultats de l'enquête pourront aider au débat sur le déconfinement? Alors, est-ce qu'ils vont aider au débat sur le déconfinement le 11 mai? Vraiment, clairement, je ne crois pas. Ils vont aider au débat sur les premières semaines du déconfinement. C'est-à-dire que tout dépend si on déconfine tout le monde le 11 mai, ce qui ne va pas être le cas, mais on n'aura pas de résultats, même des questionnaires. On aura des données sur les questionnaires, sûrement dans vraiment vers le 15 mai, je pense qu'on aura les premières données sur les pratiques de confinement, l'adhésion, les symptômes. Mais voilà, si on dit que le déconfinement, c'est le 11 mai, c'est le 11 mai. Mais on va pouvoir accompagner très vite quand même cette période, parce qu'elle va être quand même mise en place très progressivement. L'idée, c'est de refaire une vague en juin, où là, on aura quand même, en juin, un reflet puisque les anticorps se mettent à peu près un mois pour les asymptomatiques qui sembleraient à se voir, à se détecter. On aura un reflet assez rapide de ce qui s'est passé dans la phase récente. Et je vois qu'il y a une question, et ce sera aussi à parier avec le SNDS, les données, par ailleurs. Donc voilà, donc ça ne va pas répondre à la question pour le 11 mai, je ne crois pas. Alors peut-être des données de SAPRIS, par contre, vont peut-être apporter, parce que les données questionnaires de SAPRIS sont déjà en cours. Donc il y a déjà par Internet pas mal, je crois, peut-être 70 000 autoquestionnaires qui ont été envoyés. Enfin, donc il y aura aussi des données, je ne suis probablement pas non plus des sérotech, mais au moins des comportements peut-être. Eh bien, merci beaucoup. Je trouve que c'était un exemple de très belle pensée scientifique, rationnelle, dans un moment où c'est difficile d'être rationnel.